Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Dans cette période très difficile pour Israël et pour le monde entier, il est évident que la période et la date fatidique de Simchat Torah, qui en 2023 est tombée un 7 octobre et qui là va tomber le 24 octobre, sera une épreuve pour l'ensemble du peuple juif. Et à ce titre, je reçois aujourd'hui Valérie Abécassis. Bonjour Valérie. Bonjour, merci. Merci de me recevoir. Valérie, vous nous arrivez avec un livre édité aux éditions Le Cerf, Place des otages. En effet, la place des otages a pris beaucoup d'importance car nous attendons tous impatiemment le retour des otages. Et en fait, le 7 octobre, vous démarrez en effet votre livre ainsi. Ce samedi-là, le monde a chuté. Et vous démarrez avec une scène qui est particulièrement touchante car vous gardiez votre petite fille Ava. Et en fait, on remarque en lisant tout le livre que ça commence avec Ava qui a pris très vite conscience de l'importance de la situation tragique, sans dire un mot. Et ça se termine aussi par un paragraphe dans lequel vous évoquez le devenir de Ava, enfant israélienne qui grandit dans les chambres fortes aux appels des sirènes. Et je vous demande de présenter maintenant votre livre et de nous parler aussi d'Ava. Écoutez, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas par où commencer. Il faudrait peut-être une question, mais effectivement, ça me paraissait important. À vrai dire, c'est pas calculé du tout. J'ai écrit ce que je ressentais, mais ça me paraissait important et nécessaire de démarrer avec Ava parce que ce 7 octobre, à 6h30, j'étais avec elle. Comme tous les vendredis soirs, elle venait dormir à la maison. On avait passé le Shabbat ensemble. Et lorsque la sirène et on dort ensemble parce qu'on regarde des films avec la grand-mère. Enfin voilà, c'est notre moment à nous. Et donc ce matin-là, quand la sirène a sonné, vraiment on n'a pas compris. Et c'est ce que je dis dans cette première scène, c'est qu'on s'est levé vraiment comme deux automates dans cette pénombre. Et on ne s'est pas parlé du tout. On a vraiment pris un t-shirt, un foulard pour se vêtir et on est descendu au premier étage parce que, comme vous le savez, on a 1 minute 30 pour descendre au premier étage. Ça, c'était la première. Puis après, il y en a une deuxième, et là, on a vu un ou deux voisins. Puis ensuite, une troisième, et là, on a vu tout l'immeuble. J'habite dans le sud de Tel Aviv, donc dans un immeuble un peu vétuste à Florentine. Et donc, ça a démarré comme ça. Et assez rapidement, le chaos, le vertige s'est emparé de nous. J'étais avec cette petite fille. Sa mère est venue nous rejoindre dans la matinée assez rapidement, nous expliquant, c'est ce que je dis dans le livre, mais je l'écris mieux que ce que je ne le raconte, qu'il fallait partir de là où j'habite, parce qu'il y a des vitres, parce qu'on est face à la mer, parce que c'est dangereux. Mais moi, je ne comprenais toujours pas où j'étais. C'est ce que je raconte. Je suis comme une chose posée. Tout ce que je veux, c'est pour protéger ma petite fille qui, à l'époque, avait 9 ans. Elle en a 10 maintenant. Euh, Parce qu'il n'y a aucune raison. Moi, bon, je suis pas née en France, mais j'ai grandi en France. Je suis élevée en France. La France, c'est un pays sans guerre. La guerre, on la connaît dans les livres, on la connaît dans la littérature, on la connaît dans la fiction, dans les documentaires, dans l'actualité, évidemment, mais pas en France. Je ne sais pas ce que c'est que la guerre, dans le fond. Et là, c'était un début de guerre, c'est-à-dire une situation horrible dans laquelle il fallait trouver une solution pour qu'elle, elle soit protégée. Alors, je n'ai pas voulu lui faire croire autre chose que ce qui se passait, mais je n'ai pas voulu en rajouter. C'est-à-dire, j'ai pas fait La vie est belle. C'est pas vrai, c'est pas du tout ça, du tout. Bien au contraire. En plus, j'aime pas tellement ce film. Mais non, j'ai plutôt, j'essayais de protéger ses oreilles de ce qui pouvait être dit. Ou voilà. Donc, c'était une journée à la fois sonore avec les alertes et en même temps extrêmement tenue. Ma fille me disait des choses en anglais et moi je lui faisais les gros yeux en lui disant bon, vraiment tais-toi parce que mon fils m'envoyait des vidéos. La France a commencé à recevoir des vidéos. Moi, je n'ai pas cherché des vidéos. Bref, le début de cette journée, j'ai cherché à la
protéger, à la protéger de ce qui pouvait être dit et de la protéger de ce qu'on était en train de vivre. Mais elle a bien vu, quand on est partis toutes les trois et qu'on a erré dans les rues pour trouver un autre abri, elle a bien vu que la ville, elle était vidée. Voilà, donc ça c'est la scène inaugurale. Avec un Ensuite, dans petit le peu livre, d'humour, avec beaucoup d'humour d'ailleurs, plus qu'un petit peu, quand vous bah, êtes dans c'est le moi. Miklat, quand vous êtes descendu avec Ava et que vous essayez de décrire un petit peu les personnages, les voisins qui sont autour, avec celui-ci fait les gros yeux et vous roulez les airs, enfin, vous avez essayé de créer un peu un conte pour le moment où vous étiez dans l'abri, en fait. C'est vrai, mais pour être honnête, c'est quelque chose que je fais tout le temps avec elle. C'est-à-dire vraiment, Ah, je suis la Safta un petit peu, voilà, un petit peu, c'est pas la grand-mère de la boue, mais c'est ça. Je la fais rire, je fais un peu l'andouille, un peu la faux folle. Et là, c'est vrai que c'était un moment particulier et c'est vrai que je n'ai pu que, bah, je sais pas, pour l'entourer, pour la protéger, pour lui mettre mon petit Iron Dome familial. C'est vrai que j'ai fait l'andouille dans les escaliers. C'est vrai que je lui ai fait cette description de tous les Israéliens en insistant toujours sur la fin du mot. Alors voilà, celle-là, elle a pas mis ses chaussures. Ok, d'accord, elle est à poil. Ok, celui-là, il est, voilà. Et j'ai essayé de la faire sourire. Mais c'est vrai, oui, j'ai fait ça. mais en fait, on s'aperçoit que cette petite fille est déjà très mûre. Elle est, je sais pas, En elle tout est à cas, la la guerre maison. fait partie de son quotidien. Alors, figurez-vous qu'enfin, depuis l'intervention au Liban, c'est-à-dire là, il y a très récemment, les choses ont changé. Il y a quelque chose qui a basculé. Je pense qu'elle serait pas contente d'entendre que je parle d'elle, mais les enfants ont peur. D'abord parce que Oui, entre ce qui se passe chez vous, la façon dont vous expliquez le Iron Dome, tous les efforts qui sont faits par Israël pour parler aux enfants, les petites vidéos, les films, euh, tous ces efforts sont formidables. Mais les enfants parlent dans les écoles, à la tout à maternelle, fait. au GAN, bon, elle a 10 ans, ils parlent et on ne sait pas ce que disent les autres familles, on ne sait pas ce qu'ils entendent. Je ne sais pas ce que ma petite fille a entendu des massacres, des viols, de cette souffrance, de ces gosses qui ont été attrapés dans des cactus, de ces gens qui ont été massacrés, de ces personnes âgées qui ont été tuées à bout, de nos otages qui sont morts, tués à bout portant. Je ne sais pas ce que se disent les enfants. Donc je ne sais pas. Et ce matin, par exemple, il y a une alerte sur Tel Aviv, donc j'ai appelé évidemment. Et puis, attendez. Excusez-moi, il faut que je coupe ce téléphone, pardon. Mais voilà. Et donc, ce qui s'est passé, si vous Elle voulez, ce était chez matin, elle pendant l'alerte, puisque ce les matin, elle enfants était sont en chez vacances, elle. là. Non, 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 bien sûr que non. Elle est à la maison, elle est à Tel Aviv. Et donc, je lui disais, mais elle me dit, mais comment, comment tu dis qu'on est protégé puisque la Zaka, c'est pas une protection? J'ai dit, mais si, justement. Et donc, je lui ai raconté, j'ai dit, écoute, imagine, tu te rappelles l'escrime, voilà. Regarde le masque des escrimeurs, tu vois, avec la pointe de l'épée. Ben, sache qu'au-dessus de toi, à chaque fois qu'il y a une alerte, c'est ce masque des escrimeurs que tu vois. Et je crois que c'est ce que j'ai essayé de lui dire ce matin. En même temps, elle allait avec sa maman faire des courses, ils étaient sur le vélo, il faisait beau. C'est cette vie normale qui reprend en permanence à Tel Tout à Aviv. fait, tout à fait. Elle m'a quand même posé cette question. Donc, tout ce que j'ai pu trouver ce matin, c'était sache qu'au-dessus de toi, cet Iron Dome, parce qu'elle ne sait pas très bien ce que ça veut dire, sache que c'est comme ce masque de l'escrimeur. À chaque fois que son adversaire veut tendre l'épée, eh bien, il y a ce masque qui le protège. Et je crois elle a entendu, je ne sais pas si elle a compris. Oui, et Donc, c'est vrai que le je livre, pense qu'elle a surtout entendu, euh, vous avez une relation assez directe avec Ava, elle oui. le sent dans votre façon de parler d'elle et dans sa façon de vous répondre, il y a quand même une relation particulièrement forte, Savta, petite fille. Et ça, c'est très beau. Alors, vous Ah, avez fait allusion à la France, justement, en disant que en France, il y avait déjà les premiers films. Vous en avez pris connaissance, souvent par des amis qui vous envoyaient des messages. Vous avez des amis et des proches qui se sont manifestés. Malheureusement, vous le signalez, tout le monde ne l'a pas fait. Mais je me suis dit, en vous lisant, en arrivant à la fin du livre, mais on va pouvoir faire un flashback après, aujourd'hui, vous auriez rajouté deux ou trois chapitres différents, car vous l'aviez terminé avant.
avant ce qui s'est passé au Liban, avant la mort du premier tyran. Je ne veux même pas prononcer leur nom, avant la mort du deuxième tyran, avant des différends. Et c'est très fort. Et alors, justement, vous dressez un portrait, vous croquez un peu la communauté francophone à Tel Aviv, avec des mots qui me conviennent tout à fait, parce que chaque communauté peut avoir son croquis, en fait, hein. Vous parlez des francophones de Neve Tzedek, vous parlez... Et puis, soudainement, vous dites, je vais à l'aéroport pensant voir des gens qui partaient dans vraiment dans une débâcle. Et non, je vois des volontaires qui viennent pour aider. Et j'ai trouvé ça très, très bien de le mettre en tout début, en montrant le, le, le côté positif de tous ces jeunes et moins jeunes qui venaient, chacun à sa manière, aider, qui à la cuisine, qui dans les vergers, qui... Il y a eu une période où je crois, il y a eu une union de toutes les différences en Israël. Mhm. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites et merci pour votre lecture attentive. Juste pour revenir sur Ava, c'est vrai que le livre démarre avec Ava et se finit avec Ava. Et quand vous me dites, vous pourriez rajouter des chapitres, mais en fait, ce livre, j'aurais pu ne jamais l'arrêter. Il C'est y a vrai, eu l'herbe, c'est vrai. il y J'ai pas a... osé vous le dire, Valérie. Non, non, mais c'est sans fin. Il y a une jeune du Festival Nova qui s'est suicidée la semaine dernière. Nous avons Rescapé, oui. tous les jours des visages de gosses, de nos enfants qui arrivent sur nos téléphones. Et s'il n'est pas en Milouim, il était à Gaza. S'il n'est pas à Gaza, il était au Liban. S'il n'avait pas 40 ans, il en a 23. Ils sont morts, ils mortent pour protéger le pays. Donc, effectivement, j'aurais pu ne jamais arrêter ce livre. J'aurais pu aussi continuer à raconter la dinguerie de ce pays. Au Festival Nova, je crois que c'était ce matin ou hier matin, il y a eu, pendant le cadre de Soukhot, un rassemblement sur un lieu où Ce normalement on est matin, à j'ai moitié un à cafard. poil, on prend de la drogue, on écoute de la musique techno. Ben, ce matin, sur ce même lieu de débauche, on va dire, bon, enfin, il Oui, y avait entre guillemets, oui. 200, oui, entre guillemets, de liberté ou en tout cas d'idolâtrie peut-être au plaisir. Eh bien, il y avait ce matin ou hier matin, je ne sais pas, une centaine de religieux qui ont fait cette fameuse cérémonie de l'oulav. Donc voilà, je pouvais raconter ça, je peux encore raconter tous les jours quelque chose. Je ne l'ai pas fait. Sur le chapitre des Français, c'est pas calculé. Moi, depuis que je suis à Paris, parce que je suis ici pour la promotion du livre, je me rends compte qu'il y a deux 7 octobre. Il y a le nôtre que nous avons vécu en Israël, l'année que j'ai vécue en Israël, et puis il y a le leur de ces juifs français, de ces Français aussi pas forcément juifs, qui ont vécu leur... Ces deux 7 octobre différents. Eux sont dans une autre histoire. Et ces Français-là, sont extraordinaires. Je crois que les Israéliens n'ont pas conscience. Moi, je suis sur plein de groupes comme vous, certainement, et comme vos auditeurs et vos lecteurs, mais ce nombre de Français qui sont venus, qui ont donné de l'argent, donné de leur temps, fait en sorte de faire venir des soldats au ski, de construire une maison pour les soldats isolés, des femmes qui ont mon âge, plus âgées, encore plus âgées, qui ont passé des journées dans les champs, agenouillés, des Israéliens francophones, des binationaux qui sont restés en Israël, qui ne sont pas partis comme ce que je raconte dans la scène de l'aéroport, et qui sont restés et qui ont donné de leur temps et de leur énergie à Israël pour souder ce pays, pour aider ce pays. Et ça continue maintenant. Je reçois encore tous les Tout jours à fait. des propositions. Et moi, je pars bientôt et je vais également faire, enfin, comme tout le monde. Donc, voilà, ces Français-là, c'est un peu si vous voulez, dans le cadre de mon travail, j'ai fait l'interview d'un des plus gros escrocs franco-israéliens, qui était à l'époque un scoop. J'en étais très fière, tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est vrai que derrière ces gens-là, voilà, il y a ces Français-là, et puis il y a d'autres Français. Puis il y a des Français qui sont là depuis plus de 10, 15, 20 ans. J'ai de la famille qui est là depuis très longtemps. Les enfants ne parlent presque plus français, et ce sont des Israéliens. Et voilà. Mais c'est vrai que c'était important de raconter un petit peu. Vous savez, c'est un livre qui donne à voir en France, parce que c'est un livre qui est publié par une maison française, mais c'est un livre qui donne à voir ce que nous avons vécu, ce que les gens ici en France ou dans les pays francophones ont entendu, ont lu.
ont su, mais n'ont pas vu. Et moi, je donne à voir ça. Donc, quand je décris la scène à l'aéroport, j'ai pas calculé. J'y allais, j'ai vu un départ, j'ai vu des gens honteux, j'ai vu des gens paniqués, j'ai vu vraiment ce qu'on appelle, ben, voilà, les exodes, comme on a pu voir dans la littérature, dans les films, dans les documentaires, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ben là, je l'ai vu. Sauf que ce jour-là, et la scène, elle est dans le livre. Ce jour-là, j'ai vu des gens partir, je raconte tout ça, mais j'ai entendu de la musique et du bruit et je ne comprenais pas. Et d'ailleurs, je dis la vérité. D'ailleurs, je dis toujours la vérité dans le livre. Moi, je n'ai quand on m'envoyait des vidéos le premier jour, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Quand les filles du Elle, du journal Elle, parce que je travaillais là avant, m'ont appelé en me parlant des violences sexuelles faites aux femmes, je n'y croyais pas. C'était pour moi des violences faites contre les Israéliens, contre des Juifs. Il n'y avait pas encore cette question-là. Et quand j'ai entendu en bas des gens chanter, je ne comprenais pas, je pensais que c'était les jeunes des collines qui venaient, je sais pas, mettre du grabuge à l'aéroport parce que vous savez, c'est un pays fou, donc tout le monde s'exprime tout le temps. Et en fait, pas du tout. C'était des jeunes gens qui accueillaient tout à fait. des appelés, des réservistes, des gens venus des quatre coins du monde avec leurs planches de surf, leurs sacs de vacances, leurs bronzages, leurs tatouages, qui venaient défendre le pays. Et vous savez, pour reprendre une phrase de Joséphine King, je crois, à la deuxième alerte, il avait fait cette déclaration, je crois qu'on était en 1905, je sais pas, il faut que je vérifie. En tout cas, il avait dit, il n'y a nulle part d'autre où aller. Il faut protéger ce pays, protéger cet État. Voilà, et je pense que ces jeunes-là, et tous les gens que j'ai rencontrés après quand j'ai fait des reportages, notamment chez les amputés, dans des hôpitaux dans le sud d'Israël, où il y avait tous ces gamins qui, au lieu d'être à la plage, fumer et boire et draguer des filles, eh bien, ils étaient ben, voilà, sur le front en train de se battre. Et ce gamin que j'ai interviewé m'a dit, ben, on doit protéger notre pays. On n'en a pas d'autre. Voilà. Absolument. Donc, c'est ça ce que je racontais dans ce chapitre du départ et des arrivées. Et j'en profite pour dire que dans ces arrivées, parmi ces Français incroyables qui sont arrivés le troisième ou quatrième jour, il y avait le père de ma petite fille qui, lui, a pris un appartement, un Miclad, voilà, qui a pris la petite, qui l'a protégée. Et à partir de là, moi, j'ai pu travailler parce que je ne pouvais pas faire autrement que de travailler, d'aller là où on m'a envoyé sur tous les lieux de dévastation que nous avons connus, la morgue, les enterrements, les hôpitaux, les dons de sang, les salles. Il y a des femmes qui ont accouché le 7 octobre. J'ai été sur, voilà, enfin, dans tous ces lieux de dévastation, dans des kibboutz, dans le sud. Voilà, et c'était une expérience épouvantable dans les enterrements, notamment les enterrements. La quantité d'anonymes, de tous ces Israéliens qui convergent pour assister la famille, il y avait des milliers de gens qui assistaient. Vous savez que les premiers jours, il y avait 22 enterrements par jour. Le pays était en deuil permanent et à chaque fois, tout le monde se mobilisait. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai pu, voilà, couvrir ça, raconter ça. C'était nouveau pour moi. Je suis une journaliste de culture. J'avais une émission de culture. Avant, je travaillais dans la mode. Donc, je me suis retrouvée basculée dans dans ce carnage et j'ai fait ce que j'ai pu pour le raconter au mieux pour mes D'ailleurs, interlocuteurs. Valérie, en parlant des enterrements, vous soulignez qu'il y a eu une erreur importante de fait, c'est que certains enterrements ont eu lieu si vite que, ils n'ont pas eu le temps de prendre des ADN, euh, de Ouais. prendre et ça, c'est vrai, mais dans l'urgence, que faire? Que Il y a eu faire? un... Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Écoutez, moi, là, ici, depuis que je suis en France, les gens ont des discours politiques et les erreurs et les enquêtes, il va falloir... Israël, il y a pas mieux qu'Israël pour enquêter et de faire la lumière sur tout. Ce sont les premiers à... Voilà. Donc, cette enquête-là qui a été faite sur, c'est pas des erreurs, mais c'est de la précipitation parce qu'au nom de Dieu, au nom de la religion, et parce que c'est comme ça, c'est un commandement, ces gens exceptionnels de Zaka qui ont un Absolument. travail, et de Magen David Adom et de Hatzrala ont voilà, vite ramassé, rassemblé, enterré. Et c'est vrai qu'il y a quelques preuves. Mais vous savez, la lumière est faite, sera faite, les enquêtes seront faites Oui. et viendra le jour où
comprendre, non, on va jamais comprendre, mais viendra le jour où on en saura un peu plus. Si on n'a pas besoin de la France, ni des pays d'Europe, ni de n'importe quelles institutions pour donner des leçons de vérité, de transparence à Israël. Merci de le signaler, Valérie. Et alors, dans tout ce méli-mélo, il y a un paragraphe qui est plus réjouissant pour vous, pour Paloma et pour Ava, c'est qu'un ami israélien vous prête un appartement très luxueux. Vous Oui, y vivez quelques jours, mais c'est en terminant, en partant, qu'en fait vous vous apercevez que vous n'étiez absolument pas protégé, puisque la plupart des gens dans des appartements luxueux retirent la porte du mamad, la porte de la chambre forte, mais c'est pareil à Tel Aviv, vous savez, dans le sud de Tel Aviv, partout. la plupart des abris, c'est ce que je raconte, c'est, vous comprenez, Tel Aviv est tellement protégé, ou en tout cas, voilà, que ça devient des espèces de locaux à vin un peu bio, vous savez, c'est la grande mode maintenant, Exact, ou des endroits de barri, de santé, de bria, tout ça. Voilà. Et là, c'est vrai, c'est un chapitre qui est marrant parce que moi, je vous dis, j'habite dans un immeuble déglingué. C'est un chapitre qui me tenait à cœur pour plusieurs raisons. D'abord pour cette histoire de luxe aussi, parce que subitement on était dans du luxe, parce que j'en profite aussi pour raconter que quand on voit cette vue, on est sur un hôtel et je raconte ce qui s'est passé dans cet hôtel et l'attaque sanglante qui avait lieu. Et j'en profite pour raconter parce que ce livre me permet aussi de raconter beaucoup de choses sur Israël à travers sa culture, parce que moi, c'est ça que je connais, ses films, ses livres, ses documentaires, de raconter comment cette réalisatrice, Zoa Wagner, était, voilà, tout à fait. limite si elle pleurait pas sur le sort de ces malheureux terroristes palestiniens, parce que les pauvres, ils ont droit aussi à un pays. Mais là, c'est ce que je raconte dans le livre, mais je reviens en arrière, hein, elle ne m'a pas dit ça le 7 octobre, mais c'est ce que je raconte. Donc, cette tour-là, ça me permet aussi de raconter cette espèce de course, mais pourquoi pas, c'est normal, ça s'appelle le progrès, la richesse, l'enrichissement, cette course autour, à ces baies vitrées qui sont un peu contraires finalement à ce qu'on pourrait imaginer être une construction au Moyen-Orient, mais bon. Et voilà. Et c'est vrai que on était tellement heureuses, toutes les trois avec le chien, parce qu'il faut avoir un chien en Israël, même s'il y a un Surtout à chien. Tel Aviv. À Tel Aviv, vous n'avez pas de chien, vraiment, vous êtes renvoyé de la ville. Donc, avec ce chien qui va absolument trimballer, qui est une espèce de, je sais même pas ce que c'est comme chien. Et voilà, on était tellement contents de s'asseoir et de respirer un peu avec nos barres de chocolat et notre bouteille d'eau qu'on n'avait pas remarqué qu'il n'y avait pas de porte. Et un jour, quand on a vu qu'il n'y avait pas de porte, on s'est dit, mon Dieu, mon Dieu. Et en plus, au 18e étage, voilà. Donc, on est rentrés chacune dans nos appartements de, D'ailleurs, Valérie d'artistes s'interpelle parce modestes. que à chaque fois que j'arrive en Israël, il y a deux, trois tours qui sont déjà montées. Hein. Ben, oui. Pourquoi C'est- pas? oui, Il faut, pourquoi pas? Il et- faut tolérer. absolument. Et il y en a de plus en plus. Ça fait partie. Mais de toute façon, tout le Moyen-Orient maintenant a des tours. Vous allez à Dubaï, ce ne sont que des tours. Alors, je voudrais quand même qu'on fasse un petit flashback, car il y a un chapitre qui est très touchant. Si je vous dis un matin du 4 janvier 1962. Alors ben, vous savez, à la faveur du Covid, je suis restée un peu avec mes parents. Vous savez, nous, on est d'Oran. Et on peut pas dire, c'est ce que j'écris assez succinctement. Je fais exprès d'aller très très vite dans l'écriture parce que j'ai pas envie de m'étaler la douleur, les origines. Je trouve que là, les histoires d'origine, d'appartenance, d'identité, là, c'est terrible. Donc Oui. voilà, j'explique ce chapitre-là. Mais à la faveur du Covid, dans cette famille où on disait toujours next, ma grand-mère disait next, allez, chapitre suivant, next, on passe à autre chose, on a tout laissé, next, on n'en parle pas. À la faveur du Covid, j'ai posé deux, trois questions à mon père, en lui faisant croire, d'ailleurs, je vous l'avoue, mon père est très âgé, et donc j'allais pas lui dire, papa, je vais t'interviewer, parce que ça veut vraiment dire, papa, je vais t'interviewer, parce que tu vas mourir demain. Exact. Donc voilà. Et comme vous avez pu le lire dans le livre, on a un rapport à la mort qui est fou. Donc je lui ai fait croire qu'il y avait un Algérien d'Oran qui avait retrouvé sa trace grâce à moi par une émission, parce qu'on est entendu en Afrique du Nord. Et donc ce fameux Mohamed voulait avoir des nouvelles de mon père, puisque mes grands-parents après l'indépendance, sont retournés en Algérie pendant 6 ou 9 mois, je ne sais pas, pas très clair, pour continuer à travailler dans l'imprimerie, former les Arabes, et puis ensuite laisser vraiment les clés et rentrer en France, faire de l'argent aussi et donner de l'argent à leurs enfants qui étaient partis. Donc mon père, à la faveur de cette espèce de faux interrogatoire, m'a raconté plein de choses. Il m'a raconté comment, pendant la guerre, la société Abec a été mise sous séquestre, comment le français, voilà. Et il m'a raconté aussi ce départ
Et donc, c'est vraiment un départ le matin pour midi. C'est-à-dire qu'ils habitaient dans un immeuble. Ma mère m'a pris dans les bras. Ils avaient une petite valise. Et mon père, ils ont fait croire aux voisins qu'ils partaient en week-end. Ils sont partis le matin pour midi. Voilà. C'est vrai que ma mère avait nettoyé l'appartement parce que, vous Oui, savez, ça c'était important. les pieds noirs sont complètement cinglés, donc il faut toujours que la maison soit nette, propre et impeccable. Elle avait roulé les tapis, enfin, voilà. Et donc, je raconte ça, mais je raconte très court. Je me suis pas Oui, tellement alourdie là-dessus parce que c'est pas le sujet. Je oui, voulais juste raconter que j'ai pas grandi dans un pays en guerre, j'ai grandi en France et que c'est aussi ma façon à moi d'honorer la France parce que, voilà, euh, oui, enfin, vive la France. J'ai un peu de mal à le dire là aujourd'hui avec les déclarations aujourd'hui c'est oui, du oui, président. je Là, vous comprends. j'ai Enfin, un en peu de tout mal. cas, vous Enfin, il y avait aviez quand même belle le valeur. sujet, c'était de d'insister sur le fait que la guerre vous est tombée dessus le 7 octobre. Oui, et que le monde a véritablement chuté, c'est fini. Ma vie d'avant, elle est terminée. Ce que j'étais avant, c'est fini. Je ne suis plus, on n'est plus pareil. C'est Absolument, mon rapport aux choses, aux gens, à tout a complètement ah, tout à changé. fait, Tout a tout changé. à fait. C'est fini. La Euh, vie d'avant est finie. alors, on va passer aux différents chapitres concernant certains rescapés, dont par exemple la petite mémé Rachel. Et là aussi, vous avez des phrases courtes, mais qui révèlent la force du personnage. Ce couple qui a été pris en otage par des terroristes, Rachel leur parlant en arabe, leur offrant des gâteaux, tout juste elle leur demandait pas si la femme avait accouché la veille et qu'ils puissent lui donner son prénom, tout en surveillant par la fenêtre son fils policier qui a pu les sauver. Et là, bravo, parce que vraiment, je crois, pour ne pas mentir, c'est en deux phrases que vous faites vraiment un- un- une bouffée d'oxygène au milieu de cette noirceur qu'ont vécu les otages, avant d'être otages, les éventuels otages. Bah, vous savez, le carnage, la tuerie, la boucherie qu'il y a eu à Ofakim, c'est terrible. J'ai vu des photos, même si Oui, Israël au début nous floutait, on a vu des photos terribles. Et cette fameuse Rachel, dont le mari est mort, la pauvre, entre-temps. Cette fameuse Rachel, effectivement, ça me permettait, à travers ce personnage-là, cette femme forte, dont on n'aurait jamais parlé avant, parce que c'est le tout à fait. Sud. Israël, on ne parle pas. Sderot, enfin, qui moi je connais, j'y ai été. J'ai été à Sderot parce qu'il y a une école de cinéma qui a été montée et co-parrainée par des gauchistes qu'on ne peut même pas imaginer, des gens, les El Kabetz notamment, Oui, et oui, Shlomi est professeur là-bas, et des gens qui sont contre le gouvernement Bibi et qui ont des films incroyablement à gauche, et ben eux, c'est eux qui vont à Ofakim parce qu'ils sont marocains, c'est eux qui vont à Sderot, pas Ofakim, l'école elle est à Sderot, pardon, mais c'est eux qui vont dans le sud, et donc ce sud-là, c'est un sud qui est incroyablement délaissé. Donc Rachel, on n'en aurait jamais entendu parler, sauf peut-être dans Eretz Nederetz, l'émission satirique de la télévision, quand ils font des blagues, ou peut-être aux infos, parce que, je sais pas, mais on n'en parle pas. C'est la périphérie, c'est ce que racontent les artistes. Ils parlent de périphérie, comme Joseph Dadoun, par exemple, qui est un artiste qui a beaucoup travaillé sur les périphéries. Donc cette Rachel, elle a été exceptionnelle, parce qu'effectivement, elle a parlé en arabe, parce qu'elle a été à la fois, elle a eu cet instinct de vie, elle était à la fois maman, elle était à la fois orientale, elle était à la fois dans la région. C'est vrai qu'elle leur a donné des petits gâteaux, c'est vrai qu'elle leur a parlé en arabe, c'est vrai qu'elle a guetté l'arrivée de son fils qui était policier, et c'est vrai qu'elle s'en est sortie. Et ensuite, vous imaginez les trajectoires. Elle a rencontré Joe Biden, quand même. Et là, oui, la chaîne Cannes a fait un documentaire sur Rachel Dofakim. Et il y a eu son tag, sa tête de grosse mama comme ça, marocaine ou irakienne, je sais pas, enfin de l'Orient, la Mizrahi, parce que bon, connaissez bien le sort oui, de ces oui, Mizrahi dans les débuts de Israël politique, pas de l'Israël tout court, mais de l'Israël politique, c'est-à-dire depuis la création de l'État, le sort de ces Mizrahi, de ces Juifs issus des terres arabes. On peut pas dire que voilà ils étaient très gâtés ni choyés. Voilà cette femme dont on a vu des tags partout avec un bras fort. Il y a eu des petits gâteaux, des recettes de ces gâteaux qui sont sortis sur Internet. Donc c'est voilà, je voulais le raconter à ma façon. Je voulais pas m'alourdir. Je déteste les points de suspension, je déteste les points d'exclamation, je déteste quand il y a trop de mots.
Vous savez, je faisais que ça en fait. Je me réveillais le matin, j'allais travailler, je revenais à 2 heures du matin dans une espèce de brouillard. Je regardais en replay soit des émissions littéraires, soit des émissions débiles, vraiment, je l'avoue. Et puis j'écrivais, je regardais mes notes et voilà. Donc j'ai essayé d'éviter les mots. Vous voyez, au même titre que dans le passage sur l'Algérie, j'ai essayé d'aller vite. Oui. Et ben là aussi, j'évite les mots, j'essaye juste. Voilà, et je fais confiance au lecteur pour, voilà, il est avec moi et on se comprend. En tout cas, si j'ai été un de vos premiers lecteurs, sachez que c'est réussi. Et j'ai Merci. beaucoup apprécié aussi quand vous faites allusion à Edgar Keret, car l'action naît de l'action. C'est un peu ce qu'il dit, hein. Il y a comme ça plusieurs personnages, et puis bien sûr, il y a le personnage qui, lui, a voulu vraiment faire un sitting et il a réussi. Et depuis, tout est parti de là, en fait, Avishai Brodou. Effectivement, effectivement. Et alors, Avishai donc ça était de Kfar Aza, sa femme et ses enfants ont été kidnappés le matin, et lui vraiment le troisième jour, il a mis une chaise en plastique devant la Kyria, devant le centre de commandement, et il a dit moi je bouge pas tant qu'on me rend pas ma famille ou qu'on me donne pas des nouvelles, parce qu'encore une fois, alors maintenant encore une fois les enquêtes vont arriver, mais c'est vrai que c'était un chaos absolu, et c'est vrai que ce n'était pas la priorité du Premier Bien ministre sûr, de mais bien militaire, c'est sûr. vrai. C'est remonté grâce à lui d'ailleurs. Donc quand il a lancé ce mouvement qui a été vraiment rallié au bout de quelques minutes, il y a eu des centaines de gens et puis c'est devenu le mouvement des familles d'otages. Ensuite, ça s'est organisé, c'est ce que je raconte dans le livre, comment le marketing, les gens, la gauche aussi, parce que c'est très politique. C'est vrai que les comités des familles d'otages de droite, des personnes qui sont dans les territoires euh, et bon, on n'en parle pas trop et qui pourtant eux aussi ont de la famille. Ce fameux Danilo, le malheureux qui est mort, ses parents ce sont des orthodoxes. Ce gosse, il était sorti du milieu orthodoxe, mais c'est des orthodoxes, ce sont des gens qui ont aussi un avis sur le gouvernement. Et ce qu'a dit ce monsieur Danilo lorsque le Premier ministre et sa femme sont allés le voir, c'est un discours extraordinaire. Et si on le lit bien, il a été récupéré par la gauche, mais si on le lit bien, il a juste dit, moi j'avais un fils vivant, voilà qu'il est mort, je veux des comptes, mais il n'a pas parlé politique, il a voilà. Donc pour en revenir à Avishai Brodouche, effectivement, c'est lui qui a lancé ce mouvement, et c'est à partir de cette plainte là, de cette plainte de ce peuple que le mouvement des familles a émergé et qu'il s'est constitué comme je le raconte Avec dans les dans différentes le livre. marches Sa femme et et autres. ses enfants ont été libérés et j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois parce que évidemment je suis journaliste donc on cherche voilà il Bien a sûr. jamais répondu. Il a dit quelque part, il a dit on m'a donné une deuxième vie. Je ne sais pas s'il a dit Dieu, l'État, l'armée, je ne sais pas qui est le on. En tout cas, il a eu droit à une deuxième vie comme s'il était rené à nouveau et que sa famille était renée à nouveau. Je ne sais pas s'il a quitté Israël, je ne sais pas s'il est en Israël. Je tape son nom parfois en hébreu, en français, en anglais pour avoir de ses nouvelles. Moi, en tout cas, je n'en trouve pas. Mais je crois que cet homme-là, sur ses épaules repose beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de morts et aussi beaucoup de vivants. Dont les marches, les différentes Bien sûr, marches. bien sûr, Alors, bien le temps sûr. qui nous est imparti avance très vite. On pourrait vraiment en parler pendant des heures. Et comme vous l'aviez dit en préambule, vous auriez pu ne jamais le terminer, Jamais. surtout actuellement. Mais il y a un paragraphe qui est très sympathique parce que vous faites allusion à la Nova Fest, qui est quelque chose de dramatique, mais vous rappelez le mariage de Magali Berda et vous terminez ce petit paragraphe en disant, parce qu'il n'y a plus de fête maintenant à Nova Fest, qu'est-ce qui différencie un mariage juif d'un mariage goy? J'ai trouvé de très bon ton de mettre quelque chose qui puisse changer un petit peu l'atmosphère de la lecture. Et bravo, vous l'avez réussi. Merci. Alors, Alors, écoutez, Magali oui, Berdard, bon, ça m'ennuie de nommer des gens parce qu'en fait, j'aurais peut-être oui, pas moi dû je la me nommer. suis autorisée parce que je sais que vous Non, l'avez mais nommé. non, je l'ai nommé. C'est, à vrai dire, à chaque chapitre, j'essaie de parler au lecteur et d'expliquer qu'à ce mariage-là, il y avait les futurs metteurs de drapeaux palestiniens et les futurs metteurs de pastèques sur les comptes Instagram, parce que maintenant ils sont tous fâchés. Et dans le fond, et Magali a fait beaucoup pour les otages, a fait beaucoup pour Israël. Vous voyez, je voulais juste raconter cette histoire parce qu'à cette époque-là, c'était un des mariages les plus glam de tout Israël. Et il y avait ces fameux influenceurs.
je sais pas, franco quelque chose, je sais pas, qui sont maintenant fâchés et qui sont maintenant des virulents. Je crois que Maëva Gavan, je sais plus ce qu'elle a posté, je les suis pas ces gens-là, mais virulemment antisionistes, antisémites, des gens C'est terrible, dangereux. Donc, je racontais ça terrible. aussi pour ça. Et sur les mariages goy et les mariages juifs, j'ai un petit peu changé parce que parmi les contes idiots que j'ai regardés pendant la nuit, je suis tombée, figurez-vous, sur le mariage libanais. Et je peux vous Ah oui, dire c'est que pire. Ah mais oui, c'est dingue, ah oui, dingue. Les tout à mariages fait. libanais. C'est C'est comme du ça que je suis arrivée délire. sur le C'est mariage du en Bali, délire, le mariage indien. absolument. C'est du délire, surtout quand on sait ce que vivent les Libanais actuellement. On dit que vraiment, il y a un hiatus énorme. La terre, Valérie, c'est pour terminer, bien sûr, parce que vous terminez votre livre avec Ava, et aussi bien vous que moi souhaitons que nos petits-enfants puissent connaître Israël dans la paix et la joie. Non, je suis Formulons très toujours pessimiste. le vœu, Miodea. Vous avez raison, mais moi je suis pessimiste. Je pense que c'est un pays qui est perpétuellement en guerre. Peut-être que dans 100 ans, comme après la guerre de 100 ans ou comme la guerre entre voilà, l'Irlande, peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Me mets à penser depuis que je suis à Paris, alors je suis pas du tout spécialiste politique et encore moins militaire, mais je me dis que peut-être peut-être que la paix au Moyen-Orient va venir avec les acteurs du Moyen-Orient, c'est avec les pays arabes, dans le fond, et pas avec les pays européens qui ne connaissent rien. Voyez, avec, je sais pas, des accords tripartites, avec des gens qui ont signé des accords avec Israël. Peut-être que ça viendra, pas pour l'instant. C'est vrai que la politique menée par le gouvernement, par le cabinet de guerre, qui est consisté à a atteint ses objectifs, dans le fond, et ils font exactement ce qu'il avait dit, et il dit exactement ce qu'il a fait. La fin, moi je pars d'un point de vue dans le début du livre, j'arrive à un autre point de vue, et je Oui, suis ça se sent derrière. très bien. Mais oui, bien sûr, parce que on n'est pas idiot, on voit bien ce qui se passe en Tout à Israël, fait. voilà. Donc voilà, ils ont mené à bien ce qu'ils avaient dit qu'ils voulaient faire, ils l'ont fait. Après, maintenant, il faut qu'il y ait une volonté politique. Mais vous savez, moi, j'ai été interviewée sur des plateaux ici en France, et à chaque fois, on me fait le reproche, mais oui, voilà. Et moi, j'explique. Mais vous savez, par exemple, dans le cadre de mon émission Culture, moi, j'ai fait des émissions à Ramallah. J'ai fait des émissions avec des Libanais. J'ai rencontré des artistes israéliens et des Israéliens arabes qui tendaient la main, qui ont voulu monter des opérations, des pièces de théâtre. Je n'en ai jamais vu de l'autre côté. Vous comprenez? Jamais, jamais, jamais. Voilà. Donc, je pense que c'est avec les pays arabes qui veulent faire quelque chose avec nous que peut-être on aura, bah, peut-être que ma petite fille et ses enfants et ses petits enfants bah, pourront s'acheter des consoles Nintendo, des livres et aller au cinéma sans se dire qu'ils sont menacés en permanence. Souhaitons-le très fort. Merci Valérie Abécassis. Oh, merci pour cette interview. Merci. Je rappelle La place des otages de Valérie Abécassis, Merci. publié aux éditions Le Cerf. Je Quant à rajoute moi, chers amis, oui, Non, non, je rajoute juste que, d'abord parce que j'en suis fière, mais surtout parce que ça, voilà, c'est un livre qui est sur une liste de prix littéraires, le prix Renaudot, qui est le prix Goncourt, un prix très, très prestigieux. Donc déjà, je suis extrêmement honorée. Mais à la faveur de ce prix, ici, dans les médias français, eh bien, on parle des otages parce que on n'en parle jamais. Jamais on en parle entre nous, aux manifestations du CRIF le mercredi et le et le vendredi matin. vendredi, Et le vendredi, la ça dépend manif des des jours. femmes Voilà. Vendredi au ou le mercredi quand il y a Trocadéro. fête. Voilà. Mais sinon, voilà, jamais. Des associations, des amis de Niro, le collectif 7 octobre, tous les gens qu'on connaît, que vous connaissez, travaillent énormément pour ne pas oublier qu'en ce moment-là où nous parlons toutes les deux, il y a 101 personnes vivantes ou mortes, entravées dans des sous-sols, dans des caves, dans des maisons, dans des villages, je ne sais où. Mais voilà. Et ça, c'est un truc qui me paraît absolument fou parce que c'est comme si c'était acquis. On est dans une société occidentale, on est dans des pays modernes, et cette espèce de méthode barbare qui date du Moyen Âge, qu'on verra même pas dans le dernier des pays les moins développés du monde, eh bien c'est acquis et ça ne choque personne. Voilà. Donc moi je suis contente dès qu'on peut parler des otages, de leur sort, eh ben ça me va. Alors Valérie, ensemble, hurlons, Bring them home now. Ouais, bring them home. Now, Merci je ne sais pas, Valérie. mais bring them home now. Vous savez, le Now, now, c'est très politique. Donc, now, oui, ça veut c'est dire pour un ça que, accord immédiat. Donc là aussi, on ne va absolument. pas rentrer dans la discussion politique. Bring them home. Et même mieux,
Send them home. Parce que Tsahal fait tous les efforts et a sacrifié beaucoup de soldats pour les ramener. Il faudrait send them home, c'est eux, renvoyez-les, renvoyez-les. Voilà, ça y est, renvoyez-les. Il l'a dit, le Premier ministre. Allez, renvoyez-les, qu'on passe à autre chose. Renvoyez-les. Merci Valérie. Merci à vous. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.